Vous êtes nombreux à suivre Bossolo Télévision. Bienvenue à ce journal de la rétro de la semaine, mais avant tout les titres. Ce journal part du Brésil où le chef de l'État Félix Tshisekedi a, après avoir participé au COP30 au Belém, conféré avec la diaspora congolaise vivant au Brésil. Le chef de l'État leur a annoncé une bonne nouvelle sur le point d'arrivée, celle de la signature imminente de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Félix Tshisekedi a appelé ses compatriotes au calme car la paix dont il envisage en ces jours n'est pas une simple paix mais une paix durable. Condamné près de 6 mois par la Cour de cassation pour tentative de détournement des fonds liés à l'indemnisation des victimes de guerre de 6 jours dans la province de la Chopo, Constant Mutamba sort de son silence. Le chef des profits de l'opposition républicaine et ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux a, dans une lettre manuscrite de plus de 10 pages adressée au public congolais, dénoncé un procès de honte contre sa personne pour l'écarter de l'élan entrepris pour la restauration de la justice en RDC. Mutamba appelle aux réformes judiciaires profonde de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo, gage d'un véritable état de droit sans lesquels les efforts que fournit le président Tshisekedi resteront lettre morte. Au courant de la semaine, plusieurs actualités ont secoué la toile, entre autres le dépôt de la candidature unique de la majorité présidentielle de Meboji, sans oublier les cacophonies autour de la désignation du candidat de l'opposition congolaise qui n'a pas fait l'unanimité, mais également ces menaces de l'opposant Jean-Marc Kabunda Félix Tshisekedi qui menace de se replonger dans les rues d'ici le 15 décembre en cas de non-convocation du dialogue entre Congolais avec participation de Corneille Nangaa en tant que rebelle. Tels sont les principaux titres, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Et de partout, vous nous captez à travers la République. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Nous ouvrons cette information par cette actualité. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé lors d'une rencontre avec la diaspora congolaise au Brésil la conclusion prochaine des processus de Doha ainsi que de Washington, des cadres de négociations destinés à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Regardez. Au cours de cette rencontre avec la diaspora congolaise vivant au Brésil, le président Félix Tshisekedi a annoncé la conclusion prochaine des processus de Doha et de Washington, des cadres de négociations destinés à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a précisé que dans les jours qui suivent, la Maison-Blanche va adresser une invitation officielle pour aller signer l'accord de paix tout en appelant à la prudence sur la suite des événements. La joie que j'ai, c'est celle de vous annoncer que les discussions qui s'est passée à Washington et même celle du Qatar sont presque au bout. Dans les jours à venir, la Maison-Blanche nous enverra les invitations pour en finir avec des accords de paix. Par signature, il y a accord de paix. Et voici là où nous devons récolter les fruits des paix, une paix durable en République démocratique du Congo. Le président congolais a également évoqué des entretiens fructueux avec son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Les deux dirigeants, a-t-il indiqué, ont convenu de renforcer la coopération bilatérale sud-sud entre la RDC et le Brésil dans les domaines de la sécurité, du commerce et de l'agriculture. Sur le terrain, les combats se sont poursuivis la semaine du 28 octobre au 2 novembre dans plusieurs zones du Nord Kivu, opposant ainsi les rebelles de l'AFSM 23 au groupe d'autodéfense. Et parce que nous parlons de l'accord, prenons d'abord cette brève où la République démocratique du Congo et les Rwanda ont finalement paraphé vendredi 7 novembre 2025 les tests intégral du cadre régional d'intégration économique sous la supervision de la sous-secrétaire d'État au Caire et du conseiller principal en charge de l'Afrique de l'administration de Donald Trump, Massad Boulos. Il s'agit là d'une de résolutions phares issue de la 4e réunion du comité mixte
mixte de surveillance de l'accord de Washington. Toutefois, le représentant de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda, ainsi que des États-Unis, de l'État du Qatar, de la République du Togo, en tant que médiateur de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine réunie pour évaluer la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington, D.C., ont conditionné sa mise en œuvre à l'exécution satisfaisante du concept opérationnel et de l'ordre opérationnel faisant lien entre la paix et la prospérité économique qui doivent marcher ensemble. Au mois d'octobre, à la demande minute, la République démocratique du Congo avait refusé de signer l'accord portant sur le cadre d'intégration économique régionale avec le Rwanda sous médiation américaine, malgré plusieurs jours de négociations des tests à Washington qui avaient permis d'aboutir à un test commun. Alors que plusieurs parties prenantes au processus de Washington opéraient, voire Kinshasa paraphait les 10 accords pour faire avancer sa mise en œuvre, le gouvernement a décidé de ralentir le pas, exigeant ainsi avant tout le départ des troupes rwandaises sur le sol congolais. Selon le porte-parole du gouvernement de la RDC, Patrick Muyaya, la paix, la stabilité et la souveraineté sont deux conditions préalables à tout cadre économique et même durable. Depuis son lieu de détention, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a adressé une lettre manifeste dans laquelle il condamne son innocence et dénonce une machination politique congolaise. Selon manuscrit rédigé dans un ton très grave, dépeint un tableau sombre de l'appareil judiciaire congolais et appelle à la responsabilité de la classe politique congolaise efficiente et consciente face aux enjeux de l'ère. Reportage. Plus de 2 mois après sa condamnation, l'ancien ministre de la Justice a laissé entendre plusieurs faits dans un courriel manuscrit de 13 pages. Dans ces courriels, Constant Mutamba affirme être victime d'un complot orchestré par les acteurs politiques et rwandais, transformant ce qu'il qualifie de simple affaire administrative à un procès pénal illégal. L'ancien patron de la justice rejette les accusations de détournement de 19 millions de dollars américains, soutenant que les fonds sont toujours logés à la banque. L'ancien patron de la justice accuse par ailleurs certains médias d'avoir été mobilisés pour nuire à sa réputation, évoquant ainsi un budget de plus de 2 millions de dollars américains dépensés à cette fin. Mutamba critique sévèrement l'appareil judiciaire qu'il qualifie d'outil d'oppression au service de règlement des comptes politiques. Il accuse la Cour constitutionnelle d'avoir ignoré ses requêtes, dénonçant un déni de justice. Il appelle à une réforme profonde du système judiciaire qu'il qualifie de mafieux et réclame des sanctions exemplaires contre ceux qui les manipulent. Contexte sécuritaire oblige, l'ancien ministre s'étonne que l'on perde un lieutenant alors que le pays fait face à une crise sécuritaire majeure à l'Est. Il souligne que son procès a divisé l'opinion, affaibli la cohésion nationale et terni la confiance dans les institutions. Malgré tout, Mutamba dit croire en la vision du président Tshisekedi qu'il décrit comme mal protégé et mal conseillé. Il affirme que certains membres de son entourage sabotent ceux qui veulent réellement l'aider en montant des faux dossiers pour asseoir leur pouvoir. Dans un ton émouvant, il rend hommage à Maître Alidor Kashisha et à Bonnet Elombe, morts selon lui dans le cadre de cette lutte pour la vérité et la justice. Il remercie ceux qui continuent à les soutenir malgré ces risques. Quittons Kinshasa, rendons-nous à l'est de la RDC où le lieutenant-général Luboyanka Chamadioni, commandant des opérations et gouverneur militaire, a donné jeudi 6 octobre 2025 le signal de départ pour la réhabilitation d'une route de dessert agricole vitale de 99 km financée par la Banque mondiale. Ce projet majeur qui reliera aussi 3 chefferies productrices et l'incarnation d'une feuille de route provinciale qui cherche à lier la sécurité acquise à la prospérité économique ainsi qu'à la cohésion communautaire. Reportage. La cérémonie a eu lieu devant la notabilité de la chefferie des Andisoma, Basili, Walendu Binti et Bahema Nord, aux côtés de leurs administrateurs respectifs. Le représentant de l'entreprise Germain Construction ayant gagné le marché a promis achever les 99 km qui vont faciliter les échanges commerciaux des produits de première nécessité,
dans 5 mois. L'entreprise promet des remises et des achèvements des travaux dans les délais de 5 mois, tout en respectant les normes et les règles de l'art. Le coordonnateur provincial du projet de stabilisation de l'Est de la RDC a loué significativement l'accompagnement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Nous allons devoir réhabiliter dans l'ensemble en province de l'Ituri plus de 375 km de routes de dessert agricole, améliorant la fluidité entre les centres commerciaux miniers et les zones de production agricoles, améliorant aussi, Excellence, la cohésion que vous avez lancée en province. Occasion pour les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri d'inviter les Ituriens à désarmer leur cœur en capitalisant ces genres de projets qui consolident la paix et le développement, un souhait ardent du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom du gouvernement provincial et de toute la population de l'Ituri, notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. J'adresse ici un appel solennel à toutes les communautés concernées. Appropriez-vous ce projet. Sa réussite dépend de la sécurité, de la stabilité et de l'engagement collectif de chacun d'entre nous. Cet énième projet vient allonger la liste d'autres en Provence. Plusieurs axes routiers aux côtés des actions de développement sont perceptibles en Ituri, créant ainsi l'espoir et la confiance à tous les niveaux entre la population et l'administration militaire depuis l'instauration de l'état des sièges. Et tout à fait autre chose, c'est depuis mardi 5 novembre dernier que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukuku Samba séjourne en Chine où il a été reçu le 6 novembre par le vice-secrétaire du PPC pour les Xinjiang. Question de présenter ses civilités. Le jour suivant, il s'est rendu pour participer au forum sur la coopération sino-africaine et le vendredi, le patron de l'économie nationale a participé tour à tour au forum économique, commercial et culturel sino-africain ainsi qu'à une panel spécialisée sur les investissements en République démocratique du Congo. Bosco Kabamba pour plus de détails. Pour son premier rendez-vous sur le forum économique, commercial et culturel sino-africain 2025, Daniel Mukuku Samba s'est rendu à l'hôtel Nadara de la ville de Jinja dans la province de Xinjiang. En sa prise de parole, le ministre de l'économie nationale congolaise a affirmé que la RDC, son pays, ne souhaite pas demeurer un simple exportateur de matières brutes, mais elle aspire plutôt à devenir productrice de biens à plus forte valeur ajoutée. Pour le patron de l'économie nationale, ce forum se tient dans un moment particulièrement significatif pour l'Afrique qui, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine, ambitionne d'accélérer les processus de transformation économique. Pays le plus peuplé d'Afrique centrale et détenteur de ressources naturelles exceptionnelles, la République démocratique du Congo a fait sous la conduite éclairée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le triple pari d'accélérer la diversification de son économie, d'augmenter la productivité du travail, plus particulièrement dans le secteur agricole, et de formaliser le tissu entrepreneurial. La République démocratique du Congo ne souhaite pas demeurer un simple exportateur de matières premières brutes. Elle aspire à devenir productrice de biens à plus forte valeur ajoutée, à créer plus d'emplois décents et durables, afin que la prospérité que l'on peut tirer des énormes dotations en ressources naturelles et humaines puisse bénéficier à l'ensemble du peuple congolais. Sa deuxième activité de ce vendredi 7 novembre a été le panel spécial dédié à la promotion des investissements en RDC. Cela s'est tenu à l'hôtel Marriott, toujours dans la ville précitée. Daniel Mukuku Samba a rassuré les entrepreneurs
Investisseurs chinois quant à la stabilité macroéconomique du pays de Félix Tshisekedi. Malgré les tensions persistantes dans l'est du pays, a-t-il soulevé, la RDC a su préserver une économie résiliente avec des taux de croissance et du PIB positifs ces dernières années. Il a également plaidé pour un modèle de coopération économique fondé sur la prospérité partagée. Mukoko Samba a en outre insisté sur le fait que les investisseurs chinois en RDC doivent contribuer à insérer l'économie congolaise dans les chaînes de valeur mondiales. Il s'y est de noter que le Forum de la coopération sino-africaine est un forum de discussion pour de plus grandes coopérations économiques entre la Chine ainsi que l'Afrique. Débutons cette page rétrocire de la semaine avec différents déplacements du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le plan diplomatique. Ici, le chef de l'État, tout en disant qu'il est prêt à rencontrer avec Paul Kagame. Sous médiation internationale, le chef de l'État a retiré aussi toute avancée dépendra de la fin du soutien présumé du Rwanda aux rebelles de AFC M23. Suivons donc la réflexion de Guillaume ici sur les antennes de Bossolo Télévision. Lors de son séjour au Caire, en Égypte, le président Félix Antoine Tshisekedi a rencontré la diaspora congolaise pour faire les points sur les discussions des Doha entre Kinshasa et la délégation de la FCM 23. Ces négociations, interrompues à plusieurs reprises depuis leur lancement, sont perçues comme une étape cruciale pour la pacification de l'Est de la RDC. Un accord pourrait ouvrir la voie à une rencontre bilatérale entre le président rwandais Paul Kagame sous la médiation du président américain Donald Trump dans le cadre des efforts internationaux visant à stabiliser la région. L'enjeu de ces discussions dépasse la simple signature d'un accord. Il s'agit de restaurer la sécurité et la confiance dans les provinces où l'insécurité a fragilisé les tissus sociaux et économiques. Les analystes rappellent que l'instabilité dans l'est du pays a des répercussions directes sur les migrations, le commerce transfrontalier et la coopération régionale. Le président Tshisekedi a réaffirmé qu'une rencontre avec Kagame pourrait se tenir à Washington à l'issue des négociations des Doha, mais il a également dénoncé les soutiens continus du Rwanda aux rebelles de la FCM 23. Pour lui, la pacification durable de l'Est ne sera possible que si Kigali met fin à tout appui aux groupes armés opérant dans la région. Cette position avait déjà été exprimée lors du forum Global Gateway, à la conférence sur la paix en France, ainsi que lors des échanges avec la diaspora congolaise en Égypte, illustrant la cohérence de la diplomatie congolaise sur ces dossiers. Du côté rwandais, ces accusations sont systématiquement rejetées. Kigali considère que Kinshasa joue un rôle central dans les tensions en étant à la fois partie prenante et moteur potentiel de la solution. Cette perception reflète la complexité des relations entre les deux pays, marquées par des intérêts stratégiques, économiques et sécuritaires qui s'entrelacent dans la région des Grands Lacs. Face à ces divergences, la question se pose: les médiations internationales, États-Unis et Qatar pourront-elles garantir une issue favorable? Même avec un appui externe, la réussite dépendra largement de la volonté des partis à trouver un compromis politique et sécuritaire durable. Et si les processus des Doha et de Washington n'aboutissent pas, quelles alternatives stratégiques les présidents congolais pourra-t-il envisager pour restaurer la paix, protéger les populations et reprendre le contrôle des zones occupées par la FCM 23? Pour l'heure, ces questions restent en suspens. Les discussions des Doha, malgré leur importance diplomatique et médiatique, n'ont encore fourni aucun signe clair d'avancée, laissant planer une incertitude sur l'avenir immédiat de la région et sur la capacité des acteurs locaux et internationaux à transformer le dialogue en résultats concrets. Direction Assemblée nationale à présent, l'élection du président rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement est attendue le 13 novembre prochain. Déjà, la candidature de Meboji Sangara a été déposée par sa famille politique Union Sacrée de la Nation. Le même jour, Clotilde Moutita a déposé aussi son dossier au poste du rapporteur adjoint au premier bureau de réception de ces candidatures installé au service courriel du président intérimaire de la Chambre basse du Parlement. Faisons les points avec Nadine Mayombe et Roublem Bamba.
L'Assemblée nationale a vibré jeudi au rythme de dépôt de candidature pour le poste de président et rapporteur adjoint. La première est celle d'Emeboji Sangara au poste de président de l'Assemblée nationale. Accompagné du secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata et quelques membres de cette plateforme, son dossier a été réceptionné par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, au nom du bureau dirigé par Isaac Jean-Claude Chulumbaï. En croire le professeur André Mbata, le poste de président de l'Assemblée nationale revient automatiquement à la majorité au pouvoir, conformément à l'article 27 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement qui consacre les critères de formation, d'expérience, de crédibilité et d'honorabilité. L'Union sacrée de la Nation a retenu la candidature de l'honorable Boji Sangara Aimé, qui est donc présenté aujourd'hui comme le candidat de la majorité. Et vous le savez également, au terme de l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce poste revient à la majorité. Juste après, l'élu national de la ville de Lubumbashi, Clotilde Mutita Kalunga, a déposé sa candidature au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale au service courrier du président intérimaire de la Chambre basse. Nous venons tout à l'heure de déposer notre candidature et il était de bonne loi de passer... rendre les civilités à l'honorable président de l'Assemblée, à d'intérim, et évidemment échanger avec lui et lui dire que nous sommes dans le respect de tout ce qui a été pris comme décision et nous sommes là et nous voulons accomplir ce qui est notre devoir. Présenté au nom du groupe parlementaire Ensemble pour la République, plateforme de l'opposition, Clotilde Mutita Kalunga, qui a été accompagnée par le député national Christian Mwando Ntimba et le secrétaire national en charge de relations avec le Parlement Jean-René Ekanga, a placé sa candidature sous le signe de l'engagement patriotique pour la diversité d'opinions et le vivre ensemble. Ainsi, conformément au calendrier publié le 4 novembre dernier, l'élection du président de la Chambre basse du Parlement et celle du rapporteur adjoint se tiendra le 13 novembre prochain à 13h. Et au sein d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, les divergences se contestent autour de la candidature entreprise et la démarche par Christian Mwando qui a sollicité l'accompagnement de l'Union sacrée de la Nation pour le soutien de leur candidate au poste du rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement. À quelques jours de l'élection de certains membres du bureau de l'Assemblée nationale, les discordes internes risquent de compromettre même les positionnements de ces partis chers à Moïse Katumbi au péril du poste tant attendu. Les tensions montent au sein d'Ensemble pour la République. Formation politique à l'opposant Moïse Katumbi. Les draps se déchirent au sujet d'un prétendu rapprochement avec l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique de Félix Tshisekedi. La controverse est née après que le député national Christian Mwando a accompagné la députée nationale Clotilde Mutita au siège de l'Union sacrée de la Nation pour solliciter le soutien de la majorité pour sa candidature. Nous sommes venus présenter à la majorité notre candidate officielle qui est l'honorable Clotilde Mutita, pour que nul n'en prétexte ignorance. C'est la candidate de l'opposition et nous avons demandé au secrétaire permanent de l'Union sacrée, qui est le chef de la majorité parlementaire, de pouvoir accompagner cette candidature pour que le jeu démocratique se joue véritablement au niveau de l'Assemblée nationale. Pour Maître Laurent Onyemba, cadre du parti, cette initiative est une dérive car ce n'est pas l'Ensemble pour la République de solliciter l'appui de l'Union sacrée ni de commander un poste quelconque. Ensemble pour la République ne peut pas commander un poste de rapporteur adjoint. Nous sommes légalistes, c'est la Constitution qui le dit. Je ne trouve aucun fondement, ni politique, ni légal, ni réglementaire, qui justifierait le fait que les membres du parti Ensemble aillent déposer la candidature auprès de M. Mbata, qui n'est qu'un secrétaire permanent de l'Union sacrée. Cette réaction est apparente à celle du porte-parole d'Ensemble pour la République qui, selon Maître Hervé Diakessé, une logique politique contraire aux principes du parti. Toute la difficulté de manier la rhétorique républicaine face à un régime qui n'en est pas un, nous sommes encore de ceux qui s'affranchissent du syndrome de Stockholm politique, peut-on lire sur son compte X. Ces malaises internes mettent en lumière les fractures stratégiques au sein d'Ensemble pour la République entre une aile pragmatique ouverte à des compromis
compromis institutionnel et un noyau dur plus critique envers le régime actuel et ses orientations. Les jours à venir nous en éclaireront plus. Et au courant de la semaine, vous le saviez bien sûr, l'opposant Jean-Marc Kabunda Kabound s'est attaqué farouchement à la gouvernance de Félix Tshisekedi, son ancien allié. Il a accusé le pouvoir de Félix Tshisekedi d'utiliser le manœuvre à travers la guerre de l'Est pour s'installer dans son second et dernier mandat. Reportage. Devant un parterre de journalistes et d'autres invités de marque, l'ancien bras droit de Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabunda Kabound, a brossé succinctement la situation générale du pays, de la situation politique, économique et sociale, en passant par la situation sécuritaire. Jean-Marc Kabunda Kabound a dénoncé avec véhémence la gouvernance de Félix Tshisekedi qu'il accuse d'être la continuité de Kabila. En parlant du dialogue, Kabound a lancé un appel à la convocation urgente d'un dialogue inclusif, lequel devra également réunir l'AFCM 23 qui a pris les armes, car selon lui, on ne peut discuter qu'avec ceux qui sont concernés. Nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait dans un bref délai, nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. Kabound a déploré la politique de musellement des partis de l'opposition congolaise par le régime Tshisekedi qu'il qualifie d'instauration d'un parti unique. Les opposants sont traqués, emprisonnés ou envoyés en exil. Les voix dissidentes sont étouffées et la justice transformée en instrument de répression et de règlement des comptes. Mon propre cas en est une illustration parfaite. J'ai eu droit à un procès politique monté de toutes pièces pour punir mon indépendance d'esprit et mon refus à la compromission. À l'instar d'autres opposants, Kabunda Kabound accuse le Rwanda de ses visées expansionnistes à travers le M23 AFC ainsi que le ZDF, sans oublier le phénomène Mombondu à l'ouest du pays. Il s'interroge sur l'incapacité de l'armée congolaise à mettre fin à ces phénomènes d'insécurité, y compris dans la capitale congolaise. Cet appel du cœur de Kabound a trouvé un écho favorable dans l'opinion. Son secrétaire national en charge de l'implantation a exprimé le vœu de voir l'ensemble de la population capitalisée sur cet appel de son président national. La population de l'Est est aujourd'hui obligée de vivre les pires dans leur propre pays. Donc pourquoi ne pas se mettre autour d'une table, discuter avec les Congolais qui ont pris des armes et leur dire ça suffit. Cette conférence de presse de l'opposant Kabound est une première après sa sortie de prison centrale de Makala où il a été incarcéré pour faux bruit par le régime de Félix Tshisekedi. Et réagissant aux propos de Jean-Marc Kabunda Kabound, Fedi Mukendi, secrétaire national en charge de la communication du parti Union des valeurs tshisekedistes UVT, a affirmé que c'est faux de penser que le président de la République Félix Tshisekedi étouffe les dialogues entre Congolais au Congo pour une prétendue prolongation de son mandat. Selon ces cadres de l'Union sacrée de la nation, Jean-Marc Kabunda Kabound doit cesser avec la politique mensongère et s'inscrire dans la logique du président de la République, celle de l'instauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les propos de Fedi Mukendi ont été recueillis pour vous par votre rédaction. Kabound doit savoir que le dialogue, ce n'est pas un droit constitutionnel que le prétend revendiquer auprès du chef de l'État. Il faut soit que ce soit à l'initiative du président de la République, ou encore que l'opposition et la société civile pensent que le dialogue est important, négocient avec le chef pour que cela s'organise. Parce que c'est le président Tshisekedi qui a reçu le mandat du peuple de garantir le bon fonctionnement des institutions dans notre pays. Monsieur Kabound doit savoir qu'on peut faire la politique sans mensonge et sans manipulation. Quand il dit que le chef de l'État refuse d'organiser les dialogues parce qu'il veut que la crise s'enlise, que la guerre continue, il veut faire croire aux gens que les dialogues c'est une panacée contre la guerre d'agression. Et non, c'est un gros mensonge, car pour finir la guerre d'agression, il faut soit faire la guerre contre le pays agresseur, soit utiliser la diplomatie pour parler avec le pays agresseur, ce que le président Tshisekedi fait tous les jours. Donc, il voulait manipuler la population quinoise. Cette population est heureusement déjà très mature, qui ne pourra pas suivre
ces mensonges. Nous lui disons aussi qu'il doit cesser de faire le copier-coller de l'opposition du fait Étienne Tshisekedi Wamulu. Tshisekedi s'opposait aux dictateurs qui violaient à tout bout de champ la Constitution et les lois de la République. Aujourd'hui, nous avons un président démocrate qui respecte la Constitution et les lois de la République. Il se bat pour l'amélioration de conditions de vie des Congolais, mais aussi qui se déploie tous les jours pour mettre fin à cette guerre. Restons toujours à Kinshasa où pendant 3 jours, autorités provinciales, partenaires, représentants du gouvernement ont pris part aux conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale axée sur la prévention de l'extrémisme violent. Les échanges ont permis d'identifier les causes profondes de ces phénomènes et de proposer des pistes de solutions qui seront plus durables. Revenons sur ces conclusions des échanges avec Nadine Mayombe-Milo. Durant ces 3 jours d'intenses travaux, le gouverneur, les autorités locales et le partenaire au développement ont réfléchi et débattu avec passion et objectivité sur la montée de l'extrémisme violent en République démocratique du Congo. Les discussions ont porté sur les causes profondes de violence et sur les réponses concrètes à y apporter pour renforcer la paix et la cohésion nationale. Dans son allocution, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a rappelé que ces conversations ne sont pas un simple forum, mais un moment de partage libre et démocratique, ainsi qu'un appel à la conscience collective. Nos conversations ne sont pas un simple forum. Elles ont été un instant de partage libre, démocratique. Un appel à la conscience collective, un sursaut citoyen. Elles ont rappelé que la paix ne se décrète pas depuis un bureau. Elle se bâtit patiemment dans chaque village, chaque quartier, chaque territoire, chaque espace de vie et surtout dans chacun de nos cœurs, dans chaque cœur des Congolais que nous sommes. Elles ont également démontré que la gouvernance ne se résume pas à l'action des institutions. Elle est d'abord une question du vouloir collectif, une question d'éthique, de responsabilité, de culture, du service et d'engagement envers la communauté, envers les communautés. Le patron de la territoriale a également souligné que les recommandations issues de ces assises doivent servir de socle à la construction d'un Congo nouveau fondé sur le respect des engagements pris de part et d'autre. Ces conversations nationales se clôturent aujourd'hui, mais leur véritable mission ne fait que commencer. Les paroles prononcées ici doivent désormais se traduire en action. Les recommandations formulées doivent devenir des engagements concrets. Et les engagements pris doivent se matérialiser par des changements tangibles dans la vie de nos concitoyens. Organisé du 3 au 6 novembre 2026 sous le leadership du gouvernement central, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle et le CNRAC, ces assises ont concerné 10 provinces du pays, notamment l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, le Tanganyika, le Kasaï central, le Maïndombe, le Kwango, le Kwilu ainsi que Kinshasa. Et ces échanges avec les autorités provinciales ont abouti à une mesure du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a interdit aux assemblées provinciales de recourir aux motions et aux pétitions dans les soucis de préserver l'ordre institutionnel et le bon fonctionnement des ordres déjà opérants. Cette mesure a suscité des vives réactions auprès de certains acteurs politiques, mais elle a été aussi clarifiée par l'un des conseillers du VPM de l'Intérieur qui souligne qu'il s'agit avant tout de garantir la stabilité et le respect des procédures légales. Audrey Bozene nous en dit plus. Convoqué à Kinshasa par le ministère de l'Intérieur pour participer aux conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale, le gouverneur ainsi que le président des assemblées provinciales ont pris part à 3 jours de d'échanges consacrés à la crise institutionnelle qui secoue plusieurs provinces du pays.
À l'issue de ces assises, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Tchabani, a ordonné la suspension temporaire de motions et pétitions au sein des institutions provinciales. Cette décision vise, selon lui, à restaurer la stabilité politique et à assurer la continuité de services publics dans un contexte national marqué par de tensions sécuritaires et politiques. La mesure du VPM a suscité un large débat. Certains élus y voient une atteinte aux droits parlementaires, tandis que d'autres dénoncent une dérive autoritaire de la part du ministre de l'Intérieur. Le député provincial Blanchard Takatela, élu de Boulungu, estime pour sa part que cette initiative traduit une volonté d'affaiblir le pouvoir législatif provincial. Le ministre est en train d'encourager la main gestion des provinces à travers les gouverneurs. Même si un gouverneur est incompétent, donc nous allons croiser nos bras et le laisser comme ça à cause de ce moratoire-là. Et il dit pendant ces temps de guerre, qu'ils nous disent quand cette guerre va prendre fin. Si c'est demain, ça va, mais si ce n'est pas demain. Donc, tous les députés à l'heure actuelle sont contre cela. Et du côté du ministère de l'Intérieur, la position est claire. Selon Jean-Marc Zeidio Lukombo, conseiller du VPM, la décision du ministre Tchabani repose sur des motifs sécuritaires. Elle répond à la nécessité de préserver l'ordre institutionnel et de prévenir toute instabilité dans un contexte où le pays fait face à de multiples défis, notamment dans l'Est. C'est pourquoi j'en appelle encore. Donc, il a responsabilisé les honorables membres du bureau des assemblées provinciales face au tableau qui est peint du contexte dans lequel nous évoluons, un contexte de guerre, d'une guerre d'agression, nous le connaissons tous, qu'il y ait cette prise de conscience, qu'il y ait cette responsabilité pour que chacun puisse faire en sorte qu'il puisse jouer dans le sens de la vision de la stabilité des institutions provinciales. Le VPM, Jacquemain Tchabani, n'a en réalité pas interdit aux assemblées provinciales de recourir aux motions, mais il demande simplement que leur utilisation s'efface dans le strict respect de procédures légales et de règles de fonctionnement institutionnel. L'objectif, souligne-t-il, est de garantir la stabilité des institutions et le bon fonctionnement des organes délibérants à travers le pays. Et terminons ce journal par Kinshasa où l'exécution des travaux lancés sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre connaît un arrêt depuis quelques jours. L'équipe de la rédaction des Bossolo Télévision s'est rendue sur place pour s'enquérir de ces travaux. Quelques personnes rencontrées dans cette partie de la capitale congolaise invitent le gouvernement congolais à s'y atteler avec urgence. Bosco Kabamba et Platini Louvoilou étaient là pour les comptes de Bossolo Télévision. La ville de Kinshasa est en chantier dans presque toutes ses communes. De nombreux travaux sont constatés ici et là à la grande satisfaction de la population. Si dans certains endroits les travaux évoluent à grande vitesse, il n'en est pas de même pour d'autres où ils avancent à pas des tortues. Contre toute attente, les travaux amorcés par l'entreprise Mad Forest sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, dont le tronçon compris entre Bandal, Bambolé et la prison centrale de Makala, sont exécutés avec une lenteur inquiétante et, soudain, connaissent un arrêt brusque sans explication. Une situation qui inquiète plus d'un Quinois. Quand ils exécutaient ces travaux, on leur avait dit qu'il y aurait bientôt de la pluie, mais ils n'ont pas écouté. Avec cette pluie, je parle comme un riverain. Il est devenu très difficile d'atteindre les débuts de la route. Vous êtes venus en retard. Ici, les jeunes transportaient les gens sur le dos moyennant 500 francs et 1000 francs. Avez-vous vu des engins ici? Ils ont tout arrêté. Les travaux ont été bien amorcés, mais il y a une lenteur insupportable. Ils devaient passer par un couloir où l'on devait circuler, et voilà qu'ils cassent tout, ce qui occasionne des difficultés de passer. Représentant le peuple, le député provincial Jean-Paul Dikouyi s'est insurgé contre ces arrêts de travaux et a sollicité la reprise en toute urgence de ceux-ci, car la mobilité dans cette partie de la capitale est devenue un casse-tête. Ce que j'ai vu m'a vraiment dérangé.
C'est pourquoi je me réfère au président de la République pour lui dire que ces travaux durent depuis longtemps et n'avancent pas. Je passe régulièrement par ici pour de plénières et nous commençons à emprunter d'autres voies à cause de cela. Ils ont dit que les travaux iront jusqu'à l'UPEN, mais à ce rythme, nous irons jusqu'en 2031. Selon certaines indiscrétions, le manque de financement par le gouvernement central serait à la base des difficultés rencontrées dans l'évolution de ces travaux dans ces coins de la capitale. Voilà qui met fin à cette édition du journal rétro de la semaine sur Bossolo Télévision, coordonné par Kiyuma et réalisé par Héritier Mutombo. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.